Merci d'être avec nous pour la deuxième partie de On ne plaisante pas avec l'info en ce mardi 12 août à J-3 du sommet Trump-Poutine en Alaska. Volodymyr Zelensky semble très fragilisé, à la merci de ce que décideront Vladimir Poutine et Donald Trump. Sous la pression d'ailleurs, il aurait peut-être d'ores et déjà acté quelques concessions territoriales. On en parle avec les meilleurs experts de l'actualité internationale. Claire Cambier, reporter TF1 LCI, vous connaissez très bien le terrain ukrainien, et Michel Fayad, analyste géopolitique et spécialiste du Moyen-Orient. Alors, le président américain, il s'est exprimé hier depuis la Maison-Blanche dans une conférence de presse. Il a de nouveau évoqué l'échange de territoires nécessaires, selon lui, entre la Russie et l'Ukraine. Sophie Chevalreau nous fait le récit de cette conférence de presse. Donald Trump a de nouveau utilisé le terme de land swapping, littéralement un échange de territoire. C'est ce qu'il a déclaré lors de sa dernière conférence de presse. Il y aura un échange de territoire entre l'Ukraine et la Russie. Donc, il en avait déjà parlé il y a quelques jours, mais on ne sait toujours pas de quoi il va s'agir exactement. Il s'est néanmoins avancé concernant les territoires ukrainiens occupés par les Russes. Nous allons essayer de rendre certains de ces territoires à l'Ukraine. Voici ce qu'il a déclaré. Mais en parlant d'échange, il sous-entend que Volodymyr Zelensky devra céder une partie de son pays à la Russie s'il veut obtenir la paix. À quelques jours de sa rencontre avec son homologue russe, le président américain semble dessiner ce qui ressemble à un futur accord sans que Volodymyr Zelensky ait son mot à dire, puisqu'à l'heure actuelle, il n'est toujours pas prévu que le président ukrainien soit présent vendredi en Alaska. Et Volodymyr Zelensky qui en a pris pour son grade, de la part de Donald Trump, le président américain qui s'est dit très contrarié par l'obstination du président ukrainien. Écoutez. Ce qui m'a un peu contrarié, c'est que Zelensky a dit « je dois obtenir une approbation constitutionnelle ». Zelensky a la permission de commencer la guerre et de tuer tout le monde, mais il a besoin d'une autorisation pour l'échange de territoire. Parce qu'il va y avoir des échanges de territoire. Je le sais par la Russie et des conversations avec tout le monde. Il va y avoir des échanges territoriaux, je le sais, par la Russie. Et ce qu'on peut noter également, c'est qu'il indique il a pu commencer la guerre sans l'autorisation de son peuple. Il reprend là, finalement, en fait, la rhétorique russe. Et c'est quand même très étonnant. On voit, il n'arrête pas de faire des revirements. Un coup, il brosse dans le sens du poil Poutine. Un coup, Zelensky, on y perd un peu son latin. Mais quand on entend le président américain dire « je le sais par la Russie », c'est assez de mauvaise augure pour l'Ukraine. Vous me confirmez, ça veut dire qu'il y a quand même un canal privilégié entre Washington et Moscou que n'a pas Zelensky. D'ailleurs, hier soir, il a également dit que Zelensky avait assisté à beaucoup de réunions et qu'il ne s'était rien passé. Donc, a priori, il ne serait pas là vendredi en Alaska. Donc, pas de Zelensky à la table des négociations et on va essayer de décider des contours d'un échange de territoire, du coup, sans lui. Alors, reste à savoir quel échange de territoire. Exactement. Et alors, d'autant qu'il y a quand même quelques évolutions, en tout cas selon la presse britannique, et qui nous fait poser la question, est-ce que Volodymyr Zelensky va céder face à la pression que lui met Donald Trump à J-3 de ce sommet? Regardez ce que dit le Télégraphe. Le Télégraphe, c'est un quotidien britannique, explique que selon un responsable occidental, Zelensky attend de l'Europe qu'elle rejette tout accord proposé par Donald Trump dans lequel l'Ukraine céderait davantage de territoire. Ça, c'est quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre de la part de Zelensky. Mais la Russie pourrait aussi être autorisée à conserver une partie du territoire qu'elle a pris. Et le Télégraphe de détailler, cela signifierait geler la ligne de front là où elle se trouve et donner à la Russie le contrôle de facto du territoire qu'elle occupe à Lugansk, Donetsk, Zaporijjia, Kherson et en Crimée. Michel Fayad, vous comprenez quoi de c'est quand même assez détaillé ce que dit le Télégraphe. Oui, mais en fait, ça dit là où on en est vraiment au niveau des négociations. C'est-à-dire que l'Ukraine ne peut pas obtenir mieux que ce qu'elle a déjà sur le terrain. Et en réalité, tout ce qu'elle pourrait obtenir vendredi, c'est perdre encore du terrain, à mon sens. Parce que je pense que si ce rendez-vous a été pris pour vendredi, c'est que déjà, à l'avance, les Russes et les Américains ont déjà commencé à négocier un texte. On sait que Donald Trump n'est pas un féru de longs textes. Lors de la dernière conférence de l'OTAN, il a demandé à ce qu'il y ait comme communiqué final une page recto, mais pas recto verso.
Donc c'est le strict minimum en termes de points sur lesquels ils veulent s'entendre. Et donc je pense qu'il va vraiment mettre la pression malheureusement sur Zelensky pour accepter ce qu'il voudra, ce sur quoi il se sera entendu avec Poutine. Et il a quand même une arme dont on parle très peu, qui est une arme financière, parce qu'en 2026, la situation financière de l'Ukraine sera, d'après le FMI et la Banque mondiale, en situation de faillite. Et donc, il faudra l'aide du FMI, une aide que l'Ukraine a essayé d'avoir déjà en 2022 et même 2021, avant le déclenchement de la guerre. Et pourquoi c'est une arme Parce que les États-Unis sont le principal contributeur du FMI. Et donc, il pourrait très bien dire, parce qu'ils jouent le côté business et le côté finance, il pourrait très bien dire, c'est soit cet accord, soit moi je bloque le FMI. Et là, ça voudrait dire pour l'Union européenne qu'il faudra non seulement remplacer les États-Unis d'un point de vue militaire, donc déjà l'Europe est la principale contributrice et fournisseuse, si vous voulez, d'armes à l'Ukraine. Mais en plus, il faudra donc compenser les États-Unis sur ce plan militaire, mais aussi compenser l'absence du FMI ensuite pour l'économie ukrainienne en dehors de l'aspect militaire. Donc c'est quand même un coût extrêmement important pour l'Europe. Je ne suis pas convaincu que l'Europe est prête à le payer. Et c'est pour cela que je pense qu'on entend ce genre d'écho. C'est-à-dire que l'Europe est en train de dire à Zelensky, oui, on ne va pas récupérer ces territoires et il va falloir qu'on accepte au minimum la ligne de front. Mais moi, je pense que Poutine ne va pas s'arrêter sur la ligne de front. Il a l'offensive sur le terrain, même s'il grignote et que ce n'est pas beaucoup. 10 kilomètres. Voilà, mais il ne va pas dire que... Mais il ne va pas dire, vous voyez, je vais m'arrêter là alors que j'ai l'offensive sur le terrain. Ça n'a aucun sens. Accepter ce gel de la ligne de front, c'est un petit peu ce qu'avait déjà sous-entendu l'année dernière le président ukrainien, et c'est ce qui serait acceptable finalement, puisque on gèle la ligne de front, on ne reconnaît pas l'annexion par la Russie, on gèle et on laisse dans le futur la décision en fait de ce que deviennent ces territoires. Mais on a vu par le passé, c'est ce qui est arrivé en Géorgie, c'était ce qui était déjà arrivé avec la guerre du Donbass au final. Ça revient une occupation. Là, ces derniers jours, ce qu'on entendait, c'était un son de cloche un peu différent, avec un échange de territoires sur des territoires qui n'étaient pas occupés. On a parlé, par exemple, de cette oblast de Donetsk qui pourrait être remis à la Russie. C'est là ce qui peut poser problème au président ukrainien, puisque là-dessus, c'est des territoires qui ne sont pas encore acquis par la Russie, où il y a actuellement des Ukrainiens. On est en territoire libre ukrainien, et céder ces territoires s'avère bien plus compliqué par rapport à sa population, par rapport à sa... Alors allons tout de suite sur le terrain, voir ce qu'en pense Marianne Kotenov, qui est avec Marine Truchot. D'après les informations que vous avez, Marianne, est-ce que l'Ukraine va rester ferme? Est-ce que Volodymyr Zelensky va rester ferme? Ou alors, comme le dit la presse britannique, est-ce qu'il va devoir lâcher du lest? Écoutez, bien malin celui qui peut répondre à cette question, parce que hier encore, je vous aurais dit que oui, l'Ukraine va rester ferme, et Volodymyr Zelensky l'avait d'ailleurs clamé haut et fort. Il est hors de question qu'on abandonne des territoires, parce que sur ces territoires aussi, il y a des Ukrainiens, et donc ça, c'est quelque chose d'inconcevable. Et puis là, maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, on commence à avoir cette petite musique de préparation de l'opinion publique, parce que 80% de l'opinion publique, à peu près, refuse évidemment de céder des territoires, mais on sent bien que Donald Trump veut tordre le bras de Volodymyr Zelensky. Alors évidemment, c'est un marché de dupes quand on parle d'échange de territoires. Mais quel échange, puisque tous ces territoires appartiennent à l'Ukraine. L'échange, ce serait d'évacuer évidemment pour les Russes les régions nord de Soumy où ils sont entrés, les régions de Kharkiv, et en échange du Donbass et des oblasts du Donbass. Mais ça, encore une fois, c'est un marché, c'est une grosse arnaque, quoi. Donc les Ukrainiens le savent vraiment. Et puis surtout, ce qui se dit ici, c'est ok, on gèle la ligne de front, ok, on donne des territoires, mais en échange de quoi en réalité? Est-ce que c'est un cessez-le-feu, mais cessez-le-feu qui pourrait être violé n'importe quand par la Russie pour n'importe quel prétexte, et ça s'est déjà vu nombre de fois, ou est-ce que c'est pour un accord de paix? Là vraiment personne ne sait rien, parce que les contours sont encore très flous. Et puis surtout, il y a ici cette grande méfiance par rapport à Vladimir Poutine, de savoir qu'en fait non, il ne va pas s'arrêter là. Les Ukrainiens disent mais tous ces gens, tous ces civils, tous ces militaires qui sont morts durant ces 3 ans et demi sont morts pour rien.
Ukrainiens, parce que de toute façon, dans 6 mois, dans 1 an, Vladimir Poutine va recommencer. Donc en fait, ici, on est très très pessimiste quant à l'issue, évidemment, de ces négociations, de voir que tout ça est en train de se discuter dans le dos des Ukrainiens, qu'ils n'ont pas droit au chapitre, et vraiment, c'est très très mal vécu ici. Merci infiniment Marianne Kotonov avec Marine Truchot en direct de Kiev. Violetta Mouscalou nous a rejoint. Vous êtes maître de conférence et présidente fondatrice de Global Ukraine. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez entendu l'analyse de Marianne Kotonov. Toute la pression en fait avant ce sommet à J-3 pèse sur Volodymyr Zelensky qui se fait d'ores et déjà tordre le bras en fait. Effectivement, la Russie qui cherche à obtenir la capitulation de l'Ukraine, tout simplement, et Vladimir Poutine qui est très très gourmand, qui ne lâchera pas sur ces territoires où l'armée russe est déjà présente. C'est pour ça que c'était très surprenant les annonces qu'on a entendues déjà dès le week-end dernier sur le fait qu'il échange de territoire, mais échange quel territoire. Il semblerait que l'envoyé spécial agent immobilier de Donald Trump se serait trompé. Steve Witkoff, effectivement, à Moscou. C'est-à-dire qu'il aurait mal compris. Il aurait mal compris parce que c'est lui qui a remonté cette histoire de swap en fait à Donald Trump. Mais l'idée c'était Donetsk et Luhansk, les Russes gardent, mais ils rendent à l'Ukraine Kherson et Zaporizhia. En échange, l'Ukraine serait peut-être d'accepter un échange de garanties forte garantie de sécurité avec même une adhésion à l'OTAN en fait. Donc sur cette base-là, Trump il commence à s'avancer pour dire des échanges de territoires donc et tout. Mais en fait, quand après il s'énerve, quand Zelensky lui dit. Parce que ça a été clarifié que finalement, non, la Russie dit non, ce qui est à nous, il y a à nous, et ce qui est à vous est à nous aussi, en fait. Donc, et c'est pour ça, quand il dit après qu'il est énervé que Zelensky ne lâche pas, mais il devrait plutôt se remettre en question l'équipe qui est autour de lui, en fait, qui se laisse tourner en rond par les Russes. C'est vrai que c'est difficile, je fais un aparté, de savoir où en est Donald Trump avec Zelensky, où en est Zelensky avec Donald Trump, parce qu'on se souvient qu'il avait été humilié à la Maison-Blanche, puis le président américain avait semblé quand même un peu plus conciliant, et il se dit aujourd'hui extrêmement contrarié. Je propose d'écouter Donald Trump à ce sujet. Le président Poutine m'a invité. Je pense qu'il veut s'impliquer, mais il m'a déçu. J'avais une bonne entente avec lui, mais il y a encore cette guerre et les gens continuent de mourir. C'est une guerre horrible. J'y vais surtout pour parler à Poutine. Je vais lui dire, il faut terminer cette guerre. Il faut que vous terminiez cette guerre. Alors Donald Trump, pardon, il est contrarié avec tout le monde. Mais ça montre exactement le côté lunatique. Il est contrarié avec Volodymyr Zelensky, comme je le disais, parce que Volodymyr Zelensky évoque la Constitution pour dire c'est impossible, je ne peux pas céder 1 centimètre de mes territoires. Puis il est contrarié avec Vladimir Poutine parce que, dit-il, a été déçu. Une semaine avant, il y avait des menaces de sanctions et tout ça. Donc ça montre effectivement que d'ici le sommet le 15 août, il peut y avoir encore d'autres revirements de situation, le côté un peu lunatique. Par contre, pour répondre à la question, oui, Vladimir Zelensky, et bon, l'Ukraine, la diplomatie ukrainienne, le président ukrainien a appris à faire un peu le profil bas après ce qui s'est passé dans le bureau ovale en fait fin février à Washington, et ensuite sur l'accord par exemple avec les terres rares qui au départ était complètement défavorable à l'Ukraine, ils ont réussi à construire quelque chose pour sortir par le haut, et maintenant ils travaillent effectivement pour essayer de se faire entendre, et dans tous les cas s'ils se mettent à signer un acte qui ne tient pas compte en fait à Alaska des intérêts ukrainiens, il faut savoir que l'armée ukrainienne ne lâchera pas les armes et le peuple ukrainien n'arrêtera pas la résistance. Ils vont pas se mettre à genoux et dire alléluia à ce qui sera dessiné par Poutine et Trump en fait. Donc c'est ça en fait le message aujourd'hui, et je trouve le travail très difficile que Zelensky fait avec tous les Européens, de dire vous ne pouvez pas faire comme après la Deuxième Guerre mondiale en fait, Yalta bis, redessiner les contours des frontières et tout ça en fait. C'est ça qu'ils veulent faire, Yalta bis, Michel Fayed? En tout cas, ça y ressemble. Ce sont les deux grands qui se rencontrent, mais bien que le Chinois soit pas présent. Mais en tout cas, c'est clairement, ça y ressemble maintenant.
sur Zelensky, il y a quand même le fait aussi que Donald Trump, hier, dans la conférence de presse, a évoqué ce général qui a repoussé les Russes qui auraient envahi Kiev en 4 heures s'il n'avait pas été là et si lui ne lui avait pas fourni les armes nécessaires. En fait, c'est un message envoyé à Zelensky, c'est que s'il ne joue pas, il sera remplacé. Et ce qui est assez choquant aussi, c'est que vous parliez de l'armée ukrainienne, mais ce personnage est quand même, du coup un ancien général, et donc il pourrait être utilisé par les Américains, peut-être même pour arriver à une espèce de coup d'État militaire en Ukraine. On n'est pas à l'abri de cela. Les Américains l'ont déjà fait dans l'histoire. Et il est très possible, malheureusement, que Donald Trump joue là-dessus. Et le fait de l'avoir dit publiquement, moi, ça m'inquiète, honnêtement. Vous pensez à Valéry Zaloujny, en fait. Vous parlez donc de le chef d'état-major de l'armée ukrainienne. Et ambassadeur à Londres. Dans tous les cas, c'est pas exclu qu'ils essayent, dans les délires, entre guillemets, de se dire il faut qu'on sorte Zelensky par tous les moyens. Par contre, ce qu'il faut pas ignorer, c'est que un nouveau président ukrainien issu de l'armée, il sera encore plus dur et encore pire que Zelensky, en fait. C'est-à-dire, c'est ça que eux, ils pensent que... je pense à quelqu'un qui soit à la main... oui, non, mais si on cite Zaloujny, c'est pas quelqu'un qui va trahir les intérêts de la nation ukrainienne. Que Zelensky aujourd'hui. Il n'est pas du tout quelqu'un qui serait à l'heure actuelle, russe. Donc, à l'heure actuelle, il est, comme vous le dites, plus extrémiste que Zelensky. La question, c'est si les Américains arrivent à le retourner, ce qu'on a déjà vu dans l'histoire, vous voyez, pas en Ukraine, mais je veux dire dans d'autres pays où la CIA, les Américains ont... Aujourd'hui, il est hors de question qu'un futur président, arrive en Ukraine en pro-russe, en fait. Parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que Poutine, il s'est tiré une balle dans le pied dans toute la partie de l'Ukraine de l'Est, celle qui a été le plus bombardée, la plus détruite, en fait. Et c'était là où il avait le plus de soutien, avec le plus de Russes, des familles ukrainiennes russophiles et russophones. Aujourd'hui, ils se mettent tous à apprendre, ils se sont mis à apprendre l'ukrainien. Ils détestent la Russie pour des décennies et des générations à venir, parce que c'est cette partie de l'Ukraine de l'Est qui était soi-disant, vous voyez, toute la perversité de l'attaque, en fait, et de la guerre, qui était la plus proche de la Russie, qui a été la plus détruite, en fait. Donc, jamais de la vie, il y aura un président pion, téléguidé par Moscou, par le Kremlin, à Kiev, en fait. Non, mais là, il est clair. Moi, j'ai jamais parlé d'un pion du Kremlin. Moi, ce que j'ai dit, ça serait quelqu'un qui serait placé par les Américains pour accepter l'accord que Trump aura préparé. Donc, il est clair qu'il n'y aura à mon sens, aucun leader pro-russe qui arrivera à la tête de l'Ukraine. Je pense que c'est inconcevable. Mais ce qui est sûr, c'est que Volodymyr Zelensky, il est fragilisé, voire marginalisé à 3 jours de ce sommet. Il a toujours plus de 60% de soutien. Je n'ai pas regardé les derniers sondages. Fragile par les Américains. Oui, c'est ça, sur le plan mais en fait, je veux dire, les Américains, comme les Russes, je veux dire, le peuple ukrainien a montré qu'au XXIe siècle, un peuple peut avoir une volonté et une capacité d'agir malgré ce qui décide, en fait, ces grandes puissances, entre guillemets. Quand je pense en plus à Moscou, qui a moins de 2% de PIB au niveau mondial de poids économique, ils ont héritage encore de l'arsenal nucléaire de l'ex-URSS. Et ils utilisent cette grenade, en fait, un peu entre guillemets, pour faire peur au monde entier. Mais est-ce que c'est le monde qu'on veut avoir sous la terreur? Je doute. Claire. Je pense aussi que le peuple ukrainien a prouvé à maintes reprises son attachement à la démocratie. On l'a vu avec Maïdan, mais aussi plus récemment, par exemple, avec l'affaire des agences anticorruption. Le peuple est allé manifester pour la première fois depuis le début de la guerre, montrer son opposition et son attachement à l'indépendance de ces agences. Je ne pense pas qu'on pourrait imposer un président comme ça et que le peuple dirait Amen. Et que vous abordez cette période avec les protestations qu'il y a eu il y a 2-3 semaines à Kiev avec les agences anticorruption. Les Ukrainiens ne sont pas naïfs. Ils savent que Zelensky, ce n'est pas un ange, mais pour l'instant, c'est le président ukrainien. Et quand il y aura lieu, la guerre sera finie ou un cessez-le-feu et les élections pourront avoir lieu, ils feront leur affaire de poser toutes les questions et d'avoir toutes les discussions. Et c'est sûr que ce n'est pas Kremlin qui peut nous donner des leçons de démocratie pour dire Zelensky, ta durée de mandat a dépassé et tu dois partir, qui se regardent d'abord dans le miroir eux-mêmes, en fait. En tout cas, je vous livre cette citation de Volodymyr Zelensky sur Vladimir Poutine. Quelles que soient les concessions, donc on lui demande, les concessions ne persuadent pas un tueur. Voilà ce qu'il dit. Est-ce que ces deux-là peuvent discuter même? Est-ce qu'on peut envisager
discutent? À l'heure actuelle, je ne pense pas. Maintenant, est-ce que Trump va réussir à tordre le bras de Zelensky et de Poutine pour qu'ils se rencontrent après que Poutine et Trump se soient entendus? Je ne suis pas tellement convaincu. Par contre, il est important de dire, je pense que depuis la chute de l'Union soviétique, la Russie s'est engagée à soutenir beaucoup de groupes séparatistes et de républiques séparatistes, et donc s'est engagée dans plusieurs conflits. Dans aucun de ces conflits, il y a eu un accord de paix. Dans tous ces conflits, il y a eu des conflits gelés qui sont prêts à recommencer à n'importe quel moment. L'Abkhazie, l'Ossétie du Sud, la Transnistrie, Non, vous pouvez finir votre phrase. Et du coup, en fait, toutes ces, et du coup, l'Ukraine, déjà en 2014, ça a recommencé en 2022. En fait, il n'y a aucun accord de paix qui a été conclu dans l'ex-URSS avec la Russie comme partie prenante. Ce qui montre toute la difficulté donc, à 3 jours de ce sommet en Alaska entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Restez avec nous dans une poignée de minutes. On va revenir sur ces concessions que pourrait faire éventuellement l'Ukraine avant ce sommet. On parlera aussi de l'économie russe parce que là, les sanctions commencent vraiment à faire mal. Les chiffres sont là. À tout de suite.